Kwekwe, Johnny Boivin Tajnigajoun. Mon nom est Johnny Boivin. Je suis Innu et Atikamekw et je travaille pour le réseau de la communauté autochtone à Montréal. Mon parcours d'éducation s'est fait en différentes étapes qui sont plus ou moins conventionnelles, comme on pourrait le dire. Et c'est exactement de ces parcours-là que je vais parler aujourd'hui, soit l'éducation par l'institution, donc l'institution scolaire, et l'éducation par la communauté. Donc, pour débuter, il y a l'éducation par l'institution scolaire comme nous la connaissons aujourd'hui, donc le primaire, secondaire, cégep, université. Et comme beaucoup de jeunes, que ce soit des Autochtones ou des Allochtones, le décrochage scolaire, c'est une réalité qui nous touche beaucoup et qui est présente dans la société d'aujourd'hui bien plus qu'on pourrait le croire. Bien sûr, il y a différentes raisons qui peuvent pousser un élève à quitter l'école, à mettre fin à son parcours d'éducation en institution. Et je vais vous faire part des miennes, de mes raisons pourquoi j'ai pris cette décision-là de décrocher finalement. Donc, tout d'abord, en tant que jeune autochtone bispirituel, j'étais pas à l'abri de la discrimination, l'intimidation et le racisme, en plus d'avoir des enjeux de santé mentale qui étaient déjà présents au début de mes années au secondaire et même vers la fin du primaire. C'est des problèmes que je faisais face à l'école qui ont détérioré à cause justement des situations de discrimination, d'intimidation et de racisme. Euh, Malgré le support de quelques professeurs qui sont sortis de leur description de tâches pour pouvoir m'aider, pour pouvoir s'assurer de mon bien-être à l'école, l'institution en tant que telle n'a pas fait grand-chose, n'a pas beaucoup bougé, autant au primaire qu'au secondaire, parce que j'ai vécu de l'intimidation autant au primaire qu'au secondaire. Euh, donc, ces situations-là ont été un peu échappées par le système, si je pourrais dire ainsi. Donc, ce manque de support-là, lorsque je vivais de l'intimidation sur une base quotidienne, était assez difficile sur ma santé mentale, comme vous pourrez l'imaginer. Et étant le seul autochtone de ma classe, et nous étions seulement deux autochtones à l'école, c'était pas un milieu très sécurisant pour nous. C'était une école qui était majoritairement blanche, autant au primaire qu'au secondaire. Il y avait une certaine diversité culturelle, mais il n'y avait pas tant d'Autochtones. On était juste deux et c'était des réalités que les professeurs, autant que les élèves, n'étaient pas vraiment habitués de gérer, au point jusqu'où j'ai vécu beaucoup de racisme, autant des micro-agressions que du racisme complètement euh, flat out, comme on dirait. Donc, c'était un établissement qui favorisait la culture blanche et qui montrait pas vraiment d'ouverture aux autres cultures, encore moins vers les Autochtones. Donc, entre le racisme par les élèves et par les professeurs, quitter le milieu scolaire, c'était pour moi la meilleure solution à l'époque, surtout que mon état de santé commençait vraiment à prendre un coup. Et si je retourne par mémoire à mon dernière année de scolarité, je crois avoir manqué plus de la moitié de l'année euh, parce que il y avait des matins où je pouvais tout simplement pas me rendre à l'école. Mentalement, ça marchait tout simplement pas. Donc, j'ai pris cette décision-là pour mon bien-être, euh, pensant que ça me ferait du bien. Et puis finalement, d'une certaine façon, je me suis un peu tiré dans le pied en décrochant. Mais c'était des enjeux que j'avais pas tant envisagés lorsque j'ai pris la décision qui, à ce jour, je crois, reste la meilleure décision que j'ai pu prendre, vu mon parcours personnel. Mais les enjeux auxquels j'ai fait face après avoir décroché, c'est des enjeux que je suis pas le seul à avoir fait face à ces enjeux-là. N'importe qui décroche de l'école, généralement ne termine pas son secondaire, donc n'obtient pas de diplôme. Et avec ça vient beaucoup d'enjeux, beaucoup d'obstacles quand vient le temps de développer sa carrière, de se développer professionnellement. Donc, si on regarde un peu la chronologie de ces événements-là, ça forme un cercle parfait. On part du décrochage scolaire qui vient avec tout le trauma que j'ai accumulé à cause de justement le racisme, la discrimination, l'intimidation. Et en décrochant, ben, j'ai pas obtenu mon diplôme, donc trouver un emploi a été vraiment un gros challenge. Euh,
comme vous le savez probablement, sans diplôme de secondaire 5, c'est presque impossible de se trouver un bon emploi, au moins. Un emploi qui devient une carrière et pas juste un emploi qui paye les billes à la fin du mois. Donc, ça a été un petit peu compliqué de mon côté à essayer de trouver ma place sur le milieu du travail, sur le marché du travail, dans le milieu professionnel. C'était difficile d'avoir une crédibilité sans avoir un bout de papier qui disait que j'avais terminé mon secondaire. Donc, à partir de là, mon état de santé, qui était déjà assez précaire, a un peu pris le bord. Donc, j'ai passé des années à pas faire grand-chose parce que justement, j'avais pas d'opportunité pour faire quoi que ce soit. Donc, mon état de santé pouvait pas s'améliorer et ça a généré un effet de boule de neige un peu. Et quand j'ai même essayé de terminer mon secondaire en allant à l'éducation aux adultes, mon état de santé n'était pas à son meilleur, donc j'ai décroché encore. Donc, on est revenu au point de départ. Donc, j'ai décroché, j'ai pédalé, j'ai redécroché et ça a été un peu comme j'ai dit, cet effet de boule de neige là. C'est en 2019 que j'ai décidé que j'en avais assez. Pendant longtemps, à partir à peu près du primaire jusqu'à au moins en 2019, j'ai beaucoup caché mon identité culturelle à cause justement de l'intimidation que je vivais à l'école, du racisme que j'ai vécu par des professeurs qui euh, n'étaient pas très délicats quand venait le temps de parler de la situation des Autochtones. Donc, pendant longtemps, je me suis caché autant aux autres qu'à moi-même. Donc, j'ai décroché complètement de ma culture. Pourtant, j'ai grandi dans ma culture. J'ai grandi dans la culture Innu avec ma mère qui m'a enseigné le plus qu'elle pouvait de notre culture. Et j'étais très fier d'être Innu quand j'étais petit. Et c'est un événement malheureux au primaire qui m'a fait prendre la décision de me cacher pendant au moins 10-15 ans. Donc en 2019, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai décidé que je devais trouver mon chemin, que ce soit conventionnel ou non. Je me suis dit, il doit y avoir plus qu'un chemin pour avoir une carrière et non juste l'école. Donc, je me suis tourné vers ma culture, je me suis tourné euh, vers ma communauté. Et c'est là qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes pour moi, puis qui m'ont amené encore plus loin que l'école aurait pu espérer m'amener. Donc, en me tournant vers la communauté, j'ai pu apprendre sur mes cultures Innu et Atikamekw. Parce que, comme j'ai dit, j'ai grandi avec ma mère qui m'a enseigné ce qu'elle savait de notre culture. Elle ayant grandi dans un milieu urbain aussi et non sur le territoire, notre accès à la culture en ville est complètement différent que si on était sur le territoire. Et du côté de mon père, j'ai pas été vraiment en contact avec mon père pendant longtemps, donc d'apprendre de ma culture de ce côté-là était un peu plus difficile. Donc d'apprendre par la communauté a été pour moi beaucoup plus facile que de demander à ma famille, par exemple. Donc, j'ai pu apprendre sur mes traditions, justement la tradition orale et le storytelling. J'ai appris à faire de la mobilisation et du militantisme. J'ai travaillé sur la protection, autant sur la protection de nos cultures, la protection de nos langues, la protection de nos territoires. Et tout ça dans des milieux d'apprentissage qui étaient sécuritaires culturellement et qui étaient inclusifs, ce que l'école ne pouvait pas me donner. Euh, et aussi en utilisant des méthodologies qui, pour moi, étaient nouvelles. J'ai toujours connu une méthodologie un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus structurée, donc une méthodologie un peu plus coloniale. Et là, c'était complètement l'envers de la médaille. C'était des méthodologies décoloniales, méthodologies autochtones. Donc, pour faire un peu la chronologie aussi de ces événements-là, comme on l'a fait un peu avec mon parcours en institution, j'ai donc commencé par faire du travail communautaire, en m'impliquant auprès de la communauté. Et c'est là que mon réseau s'est agrandi. Je me suis reconnecté avec mes cultures, je me suis rempli de connaissances qui sont liées à ces cultures-là. Et aussi aux autres cultures autochtones des différentes nations qui nous entourent ici à Montréal, précisément. Donc, à partir de là, j'ai eu
beaucoup d'opportunités, autant en milieu urbain qu'en territoire. Je me considère vraiment chanceux d'avoir eu des opportunités qui m'ont amené en territoire, qui m'ont sorti de la ville et qui m'ont ramené chez moi sur le Nitassinan, qui est notre territoire ancestral et nous. En faisant ce travail-là communautaire, ben, j'ai développé des compétences, que ce soit du leadership, de la mobilisation, même de l'intervention et du travail social et communautaire. Et éventuellement, ben, j'ai décroché mon premier emploi à temps partiel avec Annie Pauline Sans Façon, qui est professeure à l'Université de Montréal. Et j'étais son assistant de recherche pour un projet de recherche qui s'appelait Two Spirit Talking Circle, qui était un projet de recherche où on explorait les enjeux auxquels font face les jeunes bispirituels, plus précisément en milieu urbain. Et c'est durant ce projet-là que j'ai pu vraiment utiliser les méthodologies autochtones que j'avais appris, mais maintenant dans un différent rôle, plutôt que d'être celui qui apprenait, quoique j'ai quand même beaucoup aussi appris avec cette expérience-là, j'étais facilitateur du groupe, donc j'étais dans une position différente. Donc déjà là, mon développement professionnel a pris son envol, pour, pour mettre ça simplement. Et puis maintenant, ben, je travaille à temps plein pour le réseau de la communauté autochtone à Montréal. Je retourne à la case de départ, en fait. J'ai parti du travail communautaire, puis de la communauté. Je me suis reconstruit autant par les savoirs ancestraux, par les savoirs traditionnels, par les méthodologies. Je me suis remonté moi-même mentalement parce que c'est certain qu'en étant en communauté, en étant entouré de gens qui ont passé par des parcours similaires aux miens, euh, mentalement, j'allais beaucoup mieux que lorsque j'étais dans un milieu institutionnel, un milieu scolaire. Donc encore là, ça a fait un peu l'effet boule de neige. C'est juste qu'à chaque fois que les portes s'ouvraient puis que les opportunités arrivaient, ben moi je sautais dessus, puis j'en ai appris tellement, puis ça m'a ouvert toutes sortes d'opportunités avec plein d'organismes, avec même des universités. C'est justement tout ce travail-là qui m'a amené à un peu apparaître dans la mire de l'année Pauline sans façon, puis qui nous a comme mis en contact, justement parce que j'avais commencé à travailler un peu avec la communauté bispirituelle à Montréal. Donc mon parcours d'éducation en institution n'a pas duré longtemps. De la maternelle jusqu'à la sixième année, puis du secondaire 1 au secondaire 3. C'est les seules années d'école derrière un pupitre que j'ai eu. Par la suite, plus récemment, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir différentes formations que j'ai eu la chance de recevoir à cause justement de ces opportunités-là. Euh, Surtout quand j'ai commencé à travailler avec Annick Pauline Sans Façon. Donc, j'ai eu une formation sur le grooming avec Projet 10. J'ai eu une formation sur l'intervention par les pairs. Trauma Informed Peer Support, Trauma Informed Care et aussi une formation de gardien de territoire avec l'Université Laval. Les autres formations ont toutes été avec UDM, c'est tout Edward Lee qui me les a enseignées, autant à moi et à Pacha April Partridge, qui était aussi ma collègue et ma co-facilitatrice lors du projet avec Annie. Et puis si on va plus du côté de mes accomplissements en communauté, la liste est beaucoup plus longue, donc je vais essayer de résumer ça le plus rapidement possible. Donc mes premiers pas dans le milieu communautaire ont été avec le Centre Montréal Autochtone, qui est un centre d'amitié autochtone à Montréal, qui se trouve sur la rue Saint-Jacques, juste à l'extérieur du métro Lionel Groulx. J'ai fait partie de leur tout premier conseil jeunesse. Et j'ai été dans ce conseil-là pendant à peu près 4 ans. Lors de ce passage à Montréal autochtone, on a fait beaucoup de projets entre jeunes qui étaient dédiés à la communauté, pour la communauté. Notre premier projet qu'on a fait était un événement d'échange culturel qui s'appelait All My Relations, où on avait différents ateliers qui étaient donnés à des jeunes qu'on a fait descendre de différents centres d'amitié, de différents endroits au Québec. Donc, on a eu des jeunes qui sont descendus
de Latuc jusqu'à Montréal pour venir assister à cet événement-là, qui était vraiment un échange de culture, mais qui est un événement pour nous, pour les Autochtones, pour les jeunes Autochtones. Ensuite, on a fait un projet de revitalisation des langues. À cause de la pandémie, notre projet de documentaire qu'on voulait faire au départ a comme un peu tombé à l'eau. Donc, il a fallu qu'on se tourne un peu vers comment je pourrais dire ça, un autre volet qui était plus en ligne. Donc, on a fait un projet de revitalisation des langues qui s'appelait Chuchoteurs autochtones. Donc, ce projet-là était un projet où on essayait de justement inciter les gens dans leur communauté à utiliser leurs langues autochtones et pour les faire mettre en valeur, dans le fond. Et ça tombait que c'était au début de la décennie des langues autochtones, donc c'était le projet idéal qu'on pouvait faire. Ensuite de ça, on a fait un balado, ce qui est sur Spotify, qui s'appelle Nous resterons ici. Et c'est un balado sur les enjeux environnementaux. Donc, il y a différents épisodes qui touchent différents sujets, soit l'accès à l'eau, le territoire. Il y a... Ça fait un bout. Je me rappelle plus exactement de tous les sujets. Mais je pense qu'il y a Samuel Rainville de l'Université de Montréal, justement, qui était un de nos invités pour ce balado. Ainsi que Mélissa Molène-Dupuis. Donc, je vous invite à aller l'écouter si vous avez la chance. Et puis, pour reprendre ce même nom-là, le dernier projet auquel j'ai fait partie ou auquel j'ai participé avec le Conseil jeunesse, c'était un symposium d'art sur la résilience où on a eu près de 20 artistes autochtones qui ont présenté leur projet d'art, leur art, leurs œuvres. Et on a fait une exposition au Jardin botanique, au Jardin des Premières Nations, au Jardin botanique de Montréal. Et c'était une exposition qui a duré une semaine de temps, avec un événement d'ouverture, bien sûr, un vernissage où on a eu des artistes qui sont venus chanter, qui sont venus faire de la musique. On a eu un aîné qui a fait une ouverture aussi. Donc, ça a été vraiment un très gros projet qui a vraiment amener de la visibilité à des artistes qui autrement n'avaient pas tant de visibilité que ça. Donc, comme vous pouvez voir, les projets qu'on a faits avec le Conseil jeunesse touchaient différents aspects. La culture, les langues, l'environnement, nos territoires. Donc, ça englobe un peu toutes nos réalités en tant qu'Autochtones, surtout en milieu urbain. Durant ces années-là aussi, je dirais que c'était en 2019, j'ai fait partie du 7e sommet jeunesse du réseau Jeunesse Première Nation Québec-Labrador, qui était un sommet sur le leadership où on a été instruit et amené à créer un peu des projets communautaires, des mock-ups, un peu comme on dit. Donc pour moi, ça a été vraiment un moment, un point tournant où j'ai vraiment réalisé que j'avais des aptitudes à justement, des compétences à faire de la mobilisation et à faire de l'organisation, que ce soit d'événements ou que ce soit de projets. Et mon amour pour le communautaire a vraiment grandi à partir de là. J'ai aussi fait partie de la chaire Réseau Jeunesse Comité Aviseur avec Concordia. Donc, avec cette chaire-là, on crée des outils pédagogiques décoloniales. Donc, dans le fond, nous, notre but général, c'est de décoloniser la recherche. Donc, on fait affaire on est en partenariat avec différents chercheurs dans le milieu universitaire et on essaie de décoloniser le milieu universitaire. Et on a aussi des midi-causeries qui sont des panels de discussion qui touchent différents sujets qui nous touchent, nous, les Autochtones, et qui sont des midi-causeries qui sont ouverts à tous. Donc, ils sont tous disponibles sur YouTube. Donc, c'est ça. Il y a aussi un autre comité auquel je me suis impliqué, c'est le comité aviseur Two-Spirit LGBTQIAA avec Mikana, où là aussi, similairement au comité aviseur de Concordia, on fait des outils de sensibilisation sur les réalités Two-Spirit et queer autochtones. Après ça, ben, j'ai eu mon emploi à temps partiel, comme j'ai parlé un peu, donc le Two Spirit Talking Circle, où je faisais la facilitation du projet. Et justement, avec ce projet de recherche-là, on a créé un balado
qui s'appelle Mamu, a Two-Spirit Podcast. Mamu qui veut dire ensemble en Inuimun. Le podcast est disponible sur Spotify et c'est en fait un podcast qui discute, où c'est avec les participants, on discute des différents enjeux, mais aussi des trois grands piliers qui sont dans le fond les obstacles auxquels les plus grands obstacles mis en plus gros contexte auxquels font face les jeunes bispirituels, soit le manque d'éducation. Et quand je parle de manque d'éducation, c'est pas nécessairement pas nécessairement, c'est pas simplement le manque d'éducation culturelle par rapport aux gens, par rapport à nous, mais c'est aussi le manque d'accès à l'éducation pour nous, les Autochtones, comment c'est difficile d'atteindre des niveaux supérieurs en études, que ce soit cégep ou université. C'est très difficile pour nous d'atteindre des niveaux plus hauts en scolarité. Il y avait le manque de représentation. Donc, autant le manque de représentation autochtone que le manque de représentation bispirituelle. Donc, un des sujets qu'on a parlé, c'est comment il y a beaucoup plus de représentation queer et gay, lesbienne à la télévision, par exemple, mais il n'y a toujours pas de représentation bispirituelle. Donc, il y a encore ce manque-là de représentation-là. Et finalement, le troisième pilier, c'est le manque d'espace sécurisant, l'espace qui sont culturellement sécurisants pour nous. Donc, ce qui fait qu'il est plus difficile pour les bispirituels d'intégrer les milieux scolaires, de se tourner vers la médecine, vers le milieu médical. Bref, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Le podcast couvre ça très bien. Donc, je vous invite à aller écouter Mamou. Pour revenir à Montréal autochtone, j'ai un peu terminé mon chapitre à Montréal autochtone comme représentant jeunesse sur le conseil d'administration. Donc pour moi, c'était très important de représenter la jeunesse dans un conseil qui nous a aidés pendant tellement longtemps. Pour moi, ça a toujours été important de redonner au centre qui m'a tant donné, mais qui m'a tant ouvert de portes. Un autre accomplissement aussi, puis je vous promets, ça se finit bientôt. Je fais partie de la Fondation David Suzuki en tant qu'ambassadeur de la forêt. Donc, on fait de la sensibilisation et de la protection de la forêt et du territoire avec la merveilleuse Mélissa Molène-Dupuis. Donc, le territoire, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose, comme j'ai expliqué un peu tantôt, qui est très difficile à accéder en tant qu'Autochtone en milieu urbain. Donc, d'avoir cette opportunité-là de pouvoir travailler de chez moi à faire de la sensibilisation pour mon territoire et le territoire des autres nations avec lesquelles on vit, c'est très important pour moi et pour beaucoup d'autres jeunes aussi, d'autres jeunes autochtones. Et finalement, j'ai décroché mon emploi à temps plein comme assistant aux communications et liaisons jeunesse au réseau de la communauté autochtone à Montréal. Donc, mon mandat, en fait, c'est de créer du contenu pour les réseaux sociaux du réseau. Donc, que ce soit de la distribution de ressources, que ce soit des babillards d'emploi pour les Autochtones, des babillards d'événements. Donc, par exemple, à chaque mois, je crée un babillard d'événements qui regroupe tous les événements autochtones à Montréal, que soit les Autochtones et où les Allochtones peuvent aller. Donc, des activités que les gens peuvent participer, des pièces de théâtre, des concerts. Il y a une grande panoplie d'événements et on essaye de justement mettre en lumière un peu ces événements-là, puis mettre de l'avant la culture, autant pour le public allochtone qu'allochtone, puisque le réseau travaille autant avec la communauté autochtone hands-on, mais travaille aussi avec les partenaires allochtones. Donc, on essaie de toucher deux audiences différentes. Et aussi, on travaille beaucoup avec les jeunes. On est en train de travailler sur l'implémentation de la stratégie du réseau, qui est la stratégie pour le bien-être, l'appartenance et la sécurité des jeunes, qui est un projet de recherche qui a été fait pendant 2 ans à peu près. Et là, la stratégie a été lancée officiellement au mois d'octobre 2022. Et puis là, maintenant, on est rendu au point de développer des programmes avec les jeunes selon leurs besoins. Donc, on travaille one-on-one avec les jeunes. Donc, pour moi, je trouve ça très gratifiant de faire ce travail-là parce que j'ai passé par là en tant que jeune
d'être à des tables de concertation, puis d'expliquer c'est quoi mes enjeux, puis d'expliquer c'est quoi mon parcours. Puis là, c'est à mon tour de pouvoir les aider, sachant exactement c'est quoi ce parcours-là qu'ils ont pris dans le fond. Donc pour moi, je reviens un peu au cercle parce qu'on parle souvent du cercle en tant que Première Nation, comme les cercles de médecine par exemple, les cycles des saisons, les cycles des années, des mois et tout. Donc pour moi, ça fait un peu full circle, comme on dit, de venir travailler pour la communauté puis d'aider les jeunes qui sont dans une situation très similaire à laquelle j'étais il y a à peine quelques années. Et deux derniers petits accomplissements qui sont un peu plus, qui sont moins d'envergure, mais que je tenais quand même à ajouter à ma présentation. J'ai fait un film avec Wapikoni Mobile. Donc, c'est un documentaire expérimental sur le chemin rouge, qui est le chemin de la sobriété. Parce que justement, pour être complètement transparent, comme je le suis dans toutes les sphères de mon milieu, j'ai passé par des problèmes de consommation, comme beaucoup de jeunes autochtones et allochtones, euh, qui était c'était un peu une béquille justement pour moi quand j'ai commencé à vraiment planter carrément avec mon état de santé mentale. Je me suis servi de ça comme béquille pendant des années. Et j'ai finalement pris le chemin de la sobriété après des années. Et je tenais à faire justement un film qui était, oui, expérimental parce que je suis aussi un artiste à l'extérieur de tout ça. Donc, je voulais faire quelque chose d'artistique, mais je voulais faire quelque chose qui était, qui avait un sens, euh, comment je pourrais dire ça, qui avait une certaine signification et qui pourrait idéalement, je l'espère, aider d'autres jeunes ou moins jeunes dans une situation similaire à la mienne de se tourner vers le chemin rouge. Donc, j'ai fait ce film-là avec Wapikoni et j'ai été aussi commissaire avec Wapikoni pour faire la sélection des films pour le lancement annuel qui a été fait tout récemment. Euh, donc, ça l'englobe assez mes accomplissements qui ont été faits grâce à la communauté. Parce que je dis que ça a été fait en communauté, mais je dis aussi que ça a été fait grâce à la communauté. Parce que tous ces savoirs-là que j'ai appris durant les dernières années en m'impliquant justement one-on-one en étant sur le terrain, c'est des savoirs que j'aurais pas pu apprendre à l'école. C'est pas des savoirs que j'aurais pu apprendre sur les bancs d'école, comme on dit. Donc, pour faire un peu un résumé de tout ça. Euh, S'il y en a qui l'ont compté, mes années d'apprentissage en milieu institutionnel, donc en milieu scolaire, c'est 10 années. De la maternelle à la sixième et du secondaire 1 au secondaire 3, c'est 10 ans de temps que j'ai passé assis derrière un pupitre à essayer d'apprendre par des enseignants je dirais pas qu'ils n'avaient pas la capacité ou qu'ils n'avaient pas, qui n'étaient pas compétents. C'est pas ça que je dis, mais il y avait beaucoup d'enjeux qui m'ont empêché de pouvoir bien apprendre sur les bancs d'école pendant ces 10 années-là. Mes années d'apprentissage en milieu communautaire, c'est 5 années seulement, depuis 2019. Donc, vous pouvez voir la liste d'accomplissements que j'ai fait en 5 ans seulement est beaucoup plus longue que ce que j'aurais pu faire où j'en suis en ce moment seulement en allant à l'école. Donc, pour un peu terminer cette présentation-là, c'est ça, dans le fond, les différents parcours d'éducation, ils sont différents, dépendamment des backgrounds, dépendamment des situations dans lesquelles les étudiants sont. Et tout ça pour en venir au fait qu'il est impératif, selon moi, que l'institution, que les établissements scolaires élargissent leur horizon et commence à penser de façon décoloniale. Le système d'éducation, à la base, est déjà un système colonial. Si on pense au préalable, par exemple, pour entrer dans un programme, c'est vraiment un système d'entonnoir. Donc, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui réussissent à rentrer dans cet entonnoir-là et à venir trouver une place dans des programmes, mais c'est des programmes qui seraient tellement bénéfiques pour plein d'autres gens et pas juste des gens qui sont
dans ce système-là à cause de soit ils ont été dans un système privé, donc ils ont été avantagés, qui viennent de milieux privilégiés, euh, qui viennent de milieux blancs, qui sont blancs, par le népotisme aussi, qui est aussi un enjeu un peu moins discuté, mais qui est quand même réel. Donc, c'est souvent des parcours qui avantagent les Blancs euh, au lieu de donner des opportunités à des gens qui ont vraiment le potentiel. Je ne veux pas dire que les Blancs n'ont pas le potentiel, mais vraiment d'ouvrir les horizons à des gens de différents backgrounds qui ont différents euh, bagages, qui ont différentes valises de savoir un peu. Autant que nous, les Autochtones, on a des savoirs traditionnels et des savoirs ancestraux qui sont des sciences, on va le dire ainsi, ce n'est pas des spéculations, nos savoirs ancestraux sont des sciences. Autant les peuples d'Afrique, autant les peuples d'Europe, les peuples d'Asie, chaque peuple, chaque nation a ses savoirs ancestraux et a ses connaissances basées sur ses réalités, sur ses systèmes, sur ses environnements, ses territoires. Et je pense on a avantage à apprendre l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut décoloniser le système d'éducation au plus vite pour justement laisser plus de place aux gens un peu que ce soit des milieux défavorisés ou de des milieux comment je faisais ça, des milieux comme les miens, par exemple, où est-ce que j'ai grandi en milieu urbain, j'ai pas grandi en communauté ou en réserve, comme on dit. Mais ça n'a pas fait que j'avais moins d'enjeux, ça n'a pas fait que mes expériences sont moins valides. Euh, mais justement, les gens qui viennent de la communauté puis qui descendent en ville pour entreprendre des études, c'est très difficile d'intégrer un système qui est très catégorique, qui est très systémique, qui est très colonial. Donc, pour moi, l'éducation faite en milieu scolaire, c'était une éducation qui était très rigide, qui était cotée par grade, par note. Il n'y avait pas cet espace-là pour développer un plaisir d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en apprenant en communauté. C'est mon amour d'apprendre. J'ai tellement appris pendant ces 5 dernières années en milieu communautaire comparativement à l'école où c'était des matières qui, oui, sont importantes jusqu'à un certain point, mais ce que j'ai appris en communauté, c'est des valeurs de vie, c'est comment entretenir des relations, comment traiter mes aînés, comment traiter nos jeunes, comment intégrer d'autres personnes, comment inclure des personnes à notre cercle, à notre réseau, comment faire de la mobilisation, la sensibilisation justement sur les enjeux autochtones ou sur les enjeux territoriaux, faire de la mobilisation, des marches pour l'environnement. Il y a tellement de travail vraiment social, humain, qui vient avec l'apprentissage en communauté comparativement à l'apprentissage scolaire en milieu, en établissement où c'est prendre des notes, c'est d'apprendre du par cœur, d'écouter des professeurs parler pendant des heures de temps à journée longue. Notre cerveau n'est pas fait pour accumuler tous ces savoirs-là en si petite période de temps. Et il y a tellement de pression, il y a tellement d'enjeux qui se développent justement à passer par comment je pourrais dire ça, une éducation scolaire. Il y a tellement d'enjeux reliés aux deadlines, reliés aux méthodes d'enseignement aussi, qui fait que le milieu scolaire en établissement, le milieu scolaire en institution n'est pas fait pour tout le monde, comparativement à l'apprentissage en milieu communautaire qui est vraiment beaucoup plus humain. Voilà ce qui conclut ma présentation des parcours d'éducation, que ce soit en milieu institutionnel ou communautaire. Je vous invite, si vous avez davantage de questions ou si vous avez des commentaires à me partager, vous pouvez me rejoindre personnellement à mon adresse courriel du réseau. Donc, c'est Johnny, Johnny, à commercial réseau mtlnetwork.com.
Et j'ai aussi le visuel de ma présentation qui en version PDF avec les liens pour les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Si ça vous intéresse d'aller voir ce sur quoi j'ai travaillé et voir sur quoi les jeunes autochtones de Montréal travaillent. Et donc, voilà, c'était tout pour ma présentation. Tinashe Kumetin, Yame.